optimiser le rendement des services IT en limitant les ressources qu'il faut y allouer pour les délivrer. C'est ça que les DSI recherchent, et c'est ce qui à nouveau leur permet de se concentrer sur leur core business et sur les sujets stratégiquement importants. Non sans parler du fait que la ressource liée IT, les hommes experts, les hommes et femmes experts, mais aussi les outils coûtent cher, et donc voilà, si on peut mutualiser certaines ressources pour leur faire des économies, c'est bien entendu ça qui plaît au DSI. Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting est de plus en plus fort ? Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les DSI et les métiers, Ersas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Alexis Valero, qui est le CEO de Resilience. Salut Alexis. Salut Bertrand, ça va ? Nickel. Écoute, je vais introduire ce podcast à mes auditeurs parce que c'est pas tous les jours qu'on a un CEO d'une startup, et donc du coup je préfère le présenter clairement. Donc du coup j'ai décidé de lancer quelques hors-séries là dans les prochains mois pour du coup aller interviewer des SaaS qui vendent forcément à des DSI d'une manière ou d'une autre, direction de la transfo, donc ils sont confrontés à vous, et pour avoir aussi un petit peu l'envers du décor, mais plutôt pour comprendre comment les éditeurs SaaS, que je suis aussi, mais je peux pas tout dire, vous voient, amis de DSI, directeur de transfo ou même PMO, et qu'on puisse un peu rapprocher un peu ces demandes. Du coup, Alexis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que fait ta boîte, son âge et votre focus à vous? Carrément, merci Bertrand. Alors moi, Alexis, avec le cofondateur de Resilient Quentin, on avait au départ créé une agence de conseil en transformation justement. Et dans ce cadre-là, on a cherché à analyser des chaînes de valeur pour y spotter des éventuels sujets spécifiques à adresser à travers un angle extra-financier, pour de manière très pragmatique aider les organisations à scaler, à grandir et le faire à la fois avec un peu plus de durabilité mais aussi de l'efficience financière. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rendu compte que l'IT, au sens gestion de parc informatique, était un levier de transformation important, et qu'il y avait plein de choses à faire pour justement favoriser une gestion de parc IT plus efficace. Ok. Et donc du coup, c'est vraiment focus, pour être sûr de comprendre. T'as une boîte, t'achètes du matériel, écran, ordinateur, téléphone, et là du coup, toi, tu les aides à acheter quoi, du reconditionné, est-ce que tu vas jusqu'à la mise en place des softwares à l'intérieur? Est-ce que c'est du leasing? Est-ce que c'est une offre financière? Ça reste à large, et puis on voit plein d'offres popper aujourd'hui sur le reconditionné notamment. Tu vois, d'où vous êtes parti, maintenant jusqu'où vous allez, peut-être un degré d'offre ou de service, hein? Au départ, justement, effectivement, on a commencé par fournir du matériel reconditionné qu'on a rendu 100% B2B compatible. Okay. Ce que ça voulait dire au départ, c'était fournir des solutions de financement pour être en mesure de leaser comme d'acheter du matériel reconditionné. Et en fait, l'épiphanie a été le moment où on s'est rendu compte que s'il y avait bien un gap à closer, c'était celui entre la machine en tant que telle et tout ce qui relève de son usage. Donc finalement, pour aider à la fois le responsable infrastructure du parc et la personne qui se cache derrière la machine, à savoir le collaborateur final, à pouvoir rester performant et en toutes circonstances. Donc on a co-créé des briques fonctionnelles avec nos clients, notamment plein de DSI, et également nos partenaires opérationnels, pour finalement couvrir ce qui constitue aujourd'hui les principales briques de la gestion de parc informatique, la fourniture de matériel, en reconditionné mais aussi en neuf aujourd'hui, en leasing comme à l'achat. Okay. Également toute la logique d'inventaire, pour qu'on sache à tout instant sur la flotte nouvellement acquise, comme celle déjà en place dans l'organisation, qui a quoi, dans quel endroit, en quel état, et ainsi pouvoir fluidifier l'ensemble des procédures autour de la machine, pour enfin gérer également les softwares, gérer le support aux collaborateurs, gérer également la sécurité, déployer les politiques de sécurité sur les postes de travail, ceci pour que finalement l'accès aux bénéfices induits par un parc informatique un peu mieux géré soit hyper simple
et que tout au long du cycle de vie du matos, on puisse du coup déployer les solutions, qu'elles soient réactives comme préventives, automatiques comme très empiriques, pour allonger la durée de vie du matos à plein de niveaux. Ok, très clair. Et donc du coup, vous êtes sur le segment de société qui vont de combien de personnes? Est-ce que tu fais le 440? Est-ce que tu fais la PME de 20 personnes? C'est juste pour comprendre le degré aussi de complexité que tu adresses. Alors, on a fait le choix de travailler au départ sur une stratégie commerciale directe en collaborant avec des sociétés entre 100 ou 70 et 1000 employés, auprès desquels on s'est intégré pour justement leur simplifier la vie, permettre du coup au DSI de jumper ou aux responsables techniques du parc informatique d'allouer plus de temps sur les sujets stratégiquement importants et de pouvoir nous déléguer ces tâches un peu chronophages qui relèvent de la gestion du matos, des logiciels, des accès, des habilitations. Donc ça, c'était vraiment ce sur quoi on a construit notre croissance au départ. Et aujourd'hui, de la même manière en miroir du fait que chez nos clients se déploient des partenaires opérationnels, ces mêmes partenaires opérationnels aujourd'hui utilisent notre solution marque blanche chez leurs propres clients. Et dans ce cadre-là, on arrive à justement à pouvoir adresser des sociétés ayant un volume de postes de travail plus important. Et justement, on est en train d'être testé dans une belle société du CAC 40 en ce moment même. Et donc du coup aujourd'hui, si on prend un petit peu pour nos amis DSI qui étaient là, donc déjà tu as co-construit la solution avec ce persona, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris du temps pour t'expliquer leurs problématiques et affiner le produit. Est-ce que c'est des gens aussi qui ont acheté la solution quand elle était encore un peu en mode alpha, bêta au carré pour aussi faire des retours? T'en as eu ou c'était compliqué au début les premiers utilisateurs payants pour tester itérer? Alors, ce qui a été clair, c'est que les DSI avaient ce besoin de réduire les galères inhérentes à la gestion de parc, ce d'autant plus que dans bon nombre de cas et dans bon nombre de sociétés, tout ou partie des sujets liés à la gestion de parc peuvent retomber sur des profils un peu moins spécialisés, moins sachants en termes techniques. Et c'est aussi le gap entre ces personnes-là et ces experts qu'il y avait à closer. C'est tout l'objet de notre interface. Et ce qui constitue vraiment le deuxième élément marquant qui a fait qu'on a lancé Resilient depuis une agence de transformation jusqu'à un SaaS, c'est que ces DSI perdaient beaucoup de temps dans la gestion de leur parc informatique. Et donc, ils étaient friands de pouvoir tester des solutions nouvelles, okay. Ce d'autant plus que il fallait les connecter à leur réalité. Et ce qui constitue aujourd'hui notre différence et ce qui, je pense, fait que de plus en plus de DSI choisissent d'utiliser Resilient pour justement optimiser leur flux de travail à plein de niveaux IT, c'est que notre plateforme est facilement collectable à leur infrastructure. Et c'est vraiment leur infrastructure ou l'infrastructure en présence connecté à notre plateforme qui constitue vraiment on y croit le futur de la gestion de parc informatique en fait. Ok. Et donc du coup, pour répondre à ma question, tu n'as pas répondu, mais au début, ça a été compliqué d'avoir des DSI qui ont acheté ta solution ou t'en as quand même trouvé une dizaine qui ont joué le jeu, qui ont effectivement, les DSI étaient super enthousiaste à l'idée de tester certaines briques de notre solution. Et c'est ce qui a fait que d'ailleurs, on a modularisé notre plateforme. Ils ont quand même été assez motivés à nous tester et écoute, c'est comme ça qu'on a pu justement créer de belles relations avec des DSI. Parce que tu vois, c'est un truc, tu vois, les DSI, c'est chaud, la sécurité, le machin, etc. Mais nous, avec Arsa, c'était pareil. On a trouvé des gens qui ont pris le temps de tester, en achetant. Tu vois, c'est un peu le topo de, t'as un pote qui crée ton business et t'as le français qui vient lui dire, hey, tu me files le truc, tu me files un café gratos. Et t'as l'américain qui arrive et qui dit non mais je te paye le double parce que t'es un pote et tu crées ton business. Et je trouve que cette culture-là, ça c'est un peu l'image un peu négative du français French Bashing. Moi dans la réalité, je pense que du coup c'est ce que tu aussi. T'as des gars qui sont en poste, qui ont pris un peu un risque financier qui était quand même limité, qui ont fait confiance et qui t'ont aidé à co-construire. Et j'imagine que tu leur auras bien aussi maintenant. Ah ouais, bien sûr. Aussi. Ouais, bien sûr. Et puis de toute façon, nous on n'a jamais voulu en fait entre guillemets plateformiser le métier DSI. Nous, on a toujours voulu compléter la chaîne de valeur du DSI pour justement lui permettre de gagner du temps, faire des économies. Et à ce niveau-là, à nouveau, on se connecte de manière super simple à sa réalité, que ce soit en termes opérationnels comme en termes d'infrastructure. Et donc, l'idée, c'est vraiment de lui simplifier la vie
à bas coût à travers une interface assez innovante, je pense. Ok, très cool. Et donc du coup aujourd'hui, tu vois, nous on nous demande plein de fois tout ce qui est sécu, en répondant à des questionnaires, etc. Et donc du coup là aujourd'hui, est-ce que tu sens une point d'inflexion sur le ISO 27001, le SOC 2 qui va devenir obligatoire ou pas? Comment toi tu vois l'évolution? Alors d'abord, la raison aussi pour laquelle les DSI étaient OK pour tester nos solutions, c'est que la notion d'ITSM, de gestion de parc IT, a été longtemps considérée comme étant assez low code. En fait, les entreprises en présence accompagnaient la digitalisation des organisations avec ce support lié au matos finalement. Et c'est pour ça qu'aussi la perception était celle d'un focus fait sur les devices en tant que tel, sur le hardware comme une forme de brique. Mais aujourd'hui, voilà, ce hardware il est connecté à plein d'outils et notamment des outils de cyber. Dans ce cadre-là, il en vient de créer des tunnels informationnels super hermétiques, mais aussi d'utiliser les bons outils, in fine. Okay. Et nous, on le sent justement qu'il y a un regard qui est d'autant plus profond de nos clients, même de nos partenaires, dans l'infrastructure technologique en présence, de notre côté, comme évidemment challenger la leur. Et c'est pour ça aussi que finalement, ils ont d'autres choses à faire. C'est ce qui fait qu'ils se concentrent sur ces sujets plutôt, et tout comme les sujets RSE d'ailleurs, plutôt qu'à nouveau ces tâches chronophages inhérentes au déploiement des accès, des habilitations, des logiciels, la réponse des besoins liés à la device de l'utilisateur, etc., etc. Et en l'occurrence, par contre, sur les certifications, effectivement, nous, concernant, on aide justement nos clients à accéder à ces certifications parce que, comme tu disais très justement, certaines organisations utilisaient un peu des outils à l'arrache, faisaient les choses un petit peu de manière très très empirique, sans forcément d'automatisation qui permettent justement de sécuriser et de limiter les erreurs manuelles, notamment au travers du fameux Excel qui constitue un petit peu la base de la gestion de parc informatique ou en tout cas constituer la base de la gestion de parc informatique il y a encore quelques temps, mais qu'il en vient à présent d'optimiser pour justement closer les gaps à tous les niveaux, réduire les erreurs humaines et créer justement les conditions de plus de sécurité en interne comme au regard des parties prenantes externes. Et du coup, toi, tu vises la ISO 27001, SOC 2 ou pas ou Ouais, nous, le process est en cours et c'est justement une bonne nouvelle qu'on pourra annoncer, je pense, très bientôt. Ok, clair. Et du coup, non, mais c'est intéressant ce que tu as par exemple sur les certifs, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas un SaaS américain de plus de 10 personnes qui est pas SOC 1 et qui est pas en train de passer SOC 2. En France, c'est pas du tout répandu, la certif comme un espèce de tampon quasi obligatoire pour rentrer. Mais, je pense que c'est des choses qui évoluent. Ok. Et aujourd'hui, tu parles beaucoup d'interopérabilité, etc. C'est très très coûteux en termes de cash, on va dire, de gérer ce genre de choses, que ce soit créer les briques ou les maintenir. Quand tu parles d'interopérabilité, tu parles de quel type d'interopérabilité, comment tu la gères, est-ce que ça représente, je sais pas moi, 50% de ton équipe tech? En termes, non, mais c'est parce que c'est des choses aussi qui parlent. Je pense à nos amis DSI, ils ont des enjeux de legacy où ils gèrent beaucoup d'interopérabilité. Toi, comment tu la gères, même si c'est pas la même typologie? Comment tu la gères? Comment vous avez structuré tout ça? Alors, un des éléments techniques qui a motivé la création du SaaS Resilient, c'est qu'on s'est rendu compte que naissaient et se structuraient des outils un peu plus complexes qui, du coup, permettent de déployer sur partie de la chaîne de valeur liée IT Service Management des solutions, notamment automatiques et à distance. Or, ces outils, justement, étant assez récents, je pense à des outils du type MDM, permettant une prise de contrôle à distance du matos, des outils et des déploiements à distance. Je pense aussi à des outils de provisioning de licences. Je pense à des outils liés identité. Je pense aussi à tous ces outils liés cyber ou authentification. En fait, l'idée, c'est que nous on a dû créer finalement les récepteurs pour assimiler des données émanant de ce type d'outils. Mais souvent, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces mêmes données prenaient des formes assez similaires, quels que soient les outils en présence. Ça c'est le premier point. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui un peu constitue, je pense, l'objet de notre projet à moyen terme, c'est un peu en back-office d'être un Zapier de l'IT en quelque sorte. Et dans ce cadre-là, ça requiert effectivement d'investir
beaucoup d'argent dans la technologie, mais en somme, ce sont les éditeurs de ces logiciels assez verticalisés qui investissent le plus. Nous, on vient juste s'y connecter de manière super plug and play, et on vient en fait en simplifier, en vulgariser les bénéfices via une interface cross-fonctionnelle finalement qui peut être utilisée par des profils moins sachants. Donc à nouveau, nous, c'est plutôt la vulgarisation des bénéfices induits par ces outils-là un peu complexes que l'assimilation super exhaustive des capacités de ces outils sur lesquels on travaille. Okay. Donc c'est ce qui nous permet aussi de relativiser les coûts de développement induits. Ok. Et du coup, sur la maintenance de ces connecteurs, en termes de, tu vois, parce que du coup, la donnée de sortie de chacun des éditeurs, elle varie, elle peut être sujette à modification, etc. On parle de combien de SaaS connectés, enfin, de manière, parce que c'est 10, 15, 100. Et ensuite, la fréquence de choses qui changent et du coup de la maintenance associée. Alors, justement, il existe déjà des outils qui consolident plein de ces outils-là auxquels nous on se connecte, et c'est eux finalement qui assument les coûts de maintenance. Mais nous, par exemple, tu vois, si on parle juste de déploiement logiciel, on peut déployer n'importe quel logiciel. Or, ceux, bien entendu, maison, enfin, en tout cas, à travers des workflows automatiques, on peut déployer n'importe quel logiciel via du coup ces tunnels que sont les MDM. Et en l'occurrence, si on parle juste de MDM, qui permet du coup une gestion à distance du matos connecté. En fait, il en existe pas des dizaines ni des centaines. Il en existe quelques-uns qui sont d'ailleurs surreprésentés dans les organisations dont on se parlait et avec lesquels nous on a développé des partenariats stratégiques aujourd'hui privilégiés. Et eux, du coup, ces outils-là nous donnent des accès à nouveau privilégiés à leur capacitation aussi en mode MSP ou pas. Ok, clair. D'accord. Donc du coup, au final, t'as pas non plus énormément de connexions à date sur plein de SaaS. T'as déjà quelques-uns qui sont bien implantés. Ok. Et puis ils sont puissants. En fait, les SaaS auxquels on se connecte sont puissants parce qu'ils consolident déjà plein d'autres capacités de multiples SaaS. Tu vois, typiquement, il existe des Zapier sur certaines verticales liées à IT en quelque sorte. Après, par contre, ce sont ces verticales justement qu'il en vient un peu désiloter et dont il en vient de simplifier l'accès aux services en fait. D'accord. Et aujourd'hui, sur le marché, donc du coup, les gens, leur moteur, c'est les DSI, c'est gagner du temps. On sait aujourd'hui que le reconditionné, globalement, la gestion du parc IT, c'est ça qui est un des gros impacts liés au réchauffement climatique dans l'IT, c'est le hardware. C'est quoi les moteurs, les moteurs, on va dire, de changement ou de gens qui viennent te voir aujourd'hui? Alors même si le Green IT effectivement gagne en visibilité, que comme tu l'as dit, le numérique c'est à peu près 5% des gaz à effet de serre et 80% de cette empreinte est liée à la fabrication de matos. Donc finalement, d'un côté, fournir du matos reconditionné et de l'autre, allonger la durée de vie du parc existant sont deux leviers très intéressants pour aller dans le sens d'objectifs extra-financiers. Aujourd'hui, les DSI comme les responsables techniques de flotte veulent surtout faire des économies et gagner du temps. Parce qu'à nouveau, les tâches liées à la gestion de parc informatique sont souvent très chronophages. Optimiser le rendement des services IT en limitant les ressources qu'il faut y allouer pour les délivrer, c'est ça que les DSI recherchent, et c'est ce qui à nouveau leur permet de se concentrer sur leur core business et sur les sujets stratégiquement importants. Non sans parler du fait que la ressource liée à IT, les hommes experts, les hommes et femmes experts, mais aussi les outils coûtent cher, et donc si on peut mutualiser certaines ressources pour leur faire des économies, c'est bien entendu ça qui plaît au DSI. Ok, donc c'est déjà le gain de temps pour avoir les people internes qui puissent se concentrer sur des choses, ça reste le number one de leur préoccupation, quoi. Okay. D'autant plus si notre solution, étant modulable, peut s'intégrer dans leur flux de travail existant, avec leur infrastructure existante, et également pour offrir un cadre unifié à une gestion de parc qui est mécaniquement basé sur des outils et des procédures hétérogènes. Ouais, bien sûr. Ok, clair. Et aujourd'hui, quand t'as des DSI, tu vois, qui viennent te voir, qui prennent la démo, etc., c'est quoi les objections principales sur le fait que
que tu vois c'est pas pertinent pour eux, c'est que leur workflow est trop compliqué, c'est que en fait au final ils sont sous l'eau et ils font des freins de la veille et donc du coup ça sera remis l'année prochaine. C'est que ils font quelque chose avec un produit open source qui marche à moitié mais ça coûte pas cher, et maintenant toi t'arrives avec un truc startup et tout ça et ça coûte beaucoup plus cher. C'est quoi, tu as le côté t'as quelqu'un qui a voulu prendre une démo, donc il avait quand même une intention, et à la fin c'était ça le fait pas du tout. Alors, bien entendu, actuellement, le contexte socio-économique n'aide pas à rebattre les cartes des organisations, bien entendu, et encore moins sur des sujets hautement stratégiques comme l'infrastructure IT ou les procédures IT. À côté de ça, son parc informatique sous gestion, entre guillemets, à un tiers, ça fait flipper tout le monde. Donc, bien entendu, plein de parties prenantes donnent leur avis. Mais aujourd'hui, ce sont effectivement des sujets budgétaires qui amènent à des réflexions un peu poussées, au-delà de la perception un peu complexe de sujets que nous on essaye bien entendu de simplifier au maximum. Mais l'idée c'est qu'on puisse surtout annihiler la peur du changement en fait dans ces organisations. Là, c'est vraiment cette perception liée au coût du changement qui constitue le principal frein. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, concernant chez Resilient, on n'est pas là pour tout changer. On est là pour se connecter à l'existant et venir l'optimiser à travers une intelligence technologique. Donc c'est quoi? C'est t'as un écosystème, enfin t'as une macroéconomie qui porte pas ou qui rend quand même compliqué certaines choses, ok. Second point, c'est le coût en temps et qui pense que ça va prendre, donc du coup la résistance au changement en mode s'y mettre ça en place, ça va être il va falloir que je le présente, c'est compliqué, etc. Toi tu essaies de minimiser ça parce que tu t'intègres bien dans l'écosystème du client et du DSI, mais ça reste du temps et une présentation qui aujourd'hui leur coûte, en tous les cas, la perception qu'ils ont là-dessus. Et le dernier, c'est filer cette responsabilité à un SaaS externe, une startup. Je sais pas si je suis chaud, quoi. C'est ça? Ouais, exactement. Et tu sais, dans l'IT, on parle souvent de migration, ce grand mot lié migration. Or, dans l'assimilation de notre SaaS aujourd'hui et l'intégration de ce dernier dans les procédures en place chez nos clients, nous on parle pas de migration, on parle d'un onboarding, d'une connexion, et on a les équipes justement pour accompagner bien entendu les DSI à opérer ce changement dont on essaie de limiter les effets rebonds bien entendu, en valorisant aussi bien entendu les économies induites a posteriori. Ok, donc est-ce que du coup les DSI sont les bons vecteurs du changement s'ils en ont peur? Ça reste une question ouverte. En tout cas, ils peuvent l'être si tant est que ils ont pour objectif de déléguer tout ou partie de certaines tâches à un tiers, voire de permettre à des donneurs d'ordre moins sachants au sein de l'organisation, type RH, type financier, de justement déclencher les actions auprès des collaborateurs, d'en suivre bien entendu les évolutions pour en optimiser à nouveau le rendement et les ROI. Ok, clair. Et aujourd'hui, que marché français? Aujourd'hui, en fait, on est une société française qui a plusieurs centaines de clients français qu'on accompagne à l'international. Donc en fait, nous, on est déjà présent dans 10 pays parce que finalement, nos clients français sont allés dans ces pays et on vient les aider à gérer leur parc informatique dans ces mêmes pays à travers des partenaires opérationnels logistiques, technologiques, dans à la fois la logique de fourniture, de suivi et d'optimisation du parc. Et donc du coup, est-ce que la problématique aujourd'hui, parce que t'as un concurrent américain qui fait le truc la même chose que toi ou parce que c'est les Américains X années d'avance sur nous. Ouais. Est-ce que tu sais comment le marché il est fait sur ce type de problématique? Alors effectivement, aux États-Unis, il y a un acteur qui a bien entendu dans le monde d'avant levé des centaines de millions d'euros pour scalabiliser son modèle de plateforme. Et le choix qui avait été fait par ce type d'acteur par le passé a été d'internaliser la ressource et l'expertise liée ITSM quasiment à 100%. Nous, on a peu cru à ce modèle dans la mesure où on s'est dit que, en bons paysans que nous sommes, dans l'IT, on nous demande d'être expert sur tout. Être expert sur tout, c'est impossible. Donc, cherchons et créons les conditions de pouvoir avoir des partenaires forts,
agile et spécialisé pour en fait opérer chez nos clients et tout en maximisant bien entendu la satisfaction des parties prenantes. Donc tu as externalisé tes professional services. Certains d'entre eux, oui, ou en tout cas on a créé un modèle opérationnel qui est scalable, en tout cas, que ce soit en termes de vertical de services IT couverts, mais également en termes de territoire. Ok. Et aujourd'hui, tes partenaires, c'est des sociétés déjà implantées, c'est des groupes, c'est des indep, c'est les deux. C'est surtout des sociétés, que ce soit des intégrateurs, des infogérants, mais également des prestataires de services, des prestataires de services IT un peu plus spécialisés. L'idée étant de les aider eux aussi à juste optimiser leur formule de profit à travers une interface qui leur permet à eux aussi de gagner du temps et à eux aussi de faire des économies en fait à ressources équivalentes. Ok, mais eux, ça reste du temps qu'ils facturent déjà et donc du coup, ça veut dire qu'ils ont ils voient un coup double, c'est-à-dire déjà ils gagnent du temps, qu'ils reallouent à d'autres clients et ensuite, ok, toujours exactement. Et puis je pense que ces acteurs saisissent aussi la nécessité de peut-être s'inscrire dans une innovation qui amène une communication différente avec leurs clients, qui amène à des procédures peut-être différemment optimisées et automatisées en tout cas. À échelle, tu vois, le Covid a aussi été ce catalyseur de changement pour ces sociétés-là qui se sont rendues compte que finalement, si elles ne pouvaient pas déployer leurs services à distance, eh ben ça pouvait vite être compliqué pour être résiliente justement. Ok. Et aujourd'hui, du coup, dans la façon dont tu vois ton business et la façon dont il évolue ou autre, par rapport au métier de DSI, en gros, dans 5 ans, tu considères que toute la gestion du parc, c'est quelque chose qui doit être méga simple. C'est pas une question comme aujourd'hui, dans la gestion de paiement, tu as des Spendesk ou autres qui ont quand même bien simplifié l'achat, la gestion de tout l'achat en entreprise versus avant, il y avait une seule carte bleue, le boss, et qui donnait le code de lequel, etc., ou qu'il fallait faire des bonnes commandes super compliquées. C'est un peu ce côté uniforme, streamline de l'expérience d'achat, c'est-à-dire tu auras un App Store en interne, tu pourras choisir les ordinateurs ou l'ordinateur que tu veux en fonction de ton service, les installer, toi tu auras les softwares installés déjà directement par-dessus. Si tu as une question ou une réparation, ça sera fait là-dedans directement et avec une expérience all-in-one. C'est ça la vision que tu as de l'expérience utilisateur qui doit être la norme dans plusieurs années. Tout à fait, on s'en rapproche vraiment. Aujourd'hui, on arrive du coup à couvrir ces briques un peu et ces services un peu clés pour à la fois la gestion quotidienne et le suivi du parc. Demain, on croit que le DSI continuera bien entendu d'exister, continuera d'apporter une valeur forte, qui ira de pair avec les évolutions aussi des outils et des contraintes. Et nous, on croit profondément qu'on vient juste compléter leur chaîne de valeur, mais avec une solution qui effectivement est à la fois plug and play, complète et bien entendu modulable. Oui, ça m'étonnerait qu'un DSI se sente mal si tu mets ça en place par rapport à son futur, son métier. Je pense pas qu'il définisse un mode responsable informatique, la gestion des ordis, sinon le pauvre. Carrément. Il y a un truc qui va pas. Ouais, et puis je pense que les acteurs un peu traditionnels savent aussi qu'il en vient de fluidifier les procédures permettant la délivrance de leurs services. Et nous, du coup, on le fait de telle manière à ce que l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient en interne comme en externe, puissent optimiser leur coordination. Parce qu'in fine, derrière la device se cache le collaborateur final qui est face à différentes galères, qui est confronté à différents sujets, qui a ses spécificités, et donc il en vient aussi de granulariser, de customiser, d'adapter le service rendu en fonction de ces mêmes collaborateurs et de leurs besoins réels. Il y a encore quelques temps, la gestion de parc, c'était un truc un peu low-code, un peu obscur. C'était très opaque. C'était pas forcément des procédures et des processus entre guillemets compatibles avec les sociétés dans l'innovation qui géraient leur sujet différemment. Donc nous, on vient justement s'inscrire dans ce qu'est la réalité de leurs besoins aujourd'hui. Ok, clair. Et aujourd'hui, si on parle donc matériel informatique, là on parle ordi, on parle téléphone,
On peut parler aussi imprimante. Est-ce qu'on peut parler aussi écran, mobilier, voiture de fonction? Enfin, est-ce que je sais quoi le scope en fait final de la gestion de l'asset dans l'entreprise, l'asset matériel dirons-nous de l'entreprise? Nous, tu utilises un terme très juste en anglais. L'asset en tant que tel, nous, cet actif-là, on vient l'inventoriser, on vient les inventoriser. En fait, ces actifs-là, les lier aussi à un collaborateur. On vient lier un terminal à un employé à ses usages à des habilitations, des licences, des accès, des restrictions, des politiques de sécu. Demain, aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir fournir tout type de matériel lié en fait travail en entreprise. Demain, on n'est pas à l'abri de gérer des flottes d'objets connectés plus divers, des catégories de produits pluriels, encore plus larges. Voilà, notre objectif et notre mission avec Resilience, c'est vraiment d'allonger la durée de vie des objets connectés. Donc on y arrivera peut-être. C'est une question aujourd'hui assez ouverte. On y réfléchit au quotidien et on fait des tests d'ailleurs avec des acteurs justement de l'environnement et de l'écosystème IoT qui veulent par exemple éteindre certains terminaux à distance et pouvoir en optimiser la consommation. Certains acteurs de l'IoT qui veulent pouvoir déployer à échelle, ou que ce soit dans le monde, des procédures de support. Voilà, on fait des tests, on verra où ça va, sachant que l'idée, c'est aussi de pouvoir, pour le gestionnaire de ce type de flotte, amener des KPI, amener des dashboards, amener du reporting pour savoir à l'instant T ce qu'est l'état de santé de ce même terminal et du coup déployer des solutions, qu'elles soient correctives, adaptatives en fonction. Ok. Et donc du coup ça reste open, c'est pas forcément dans la roadmap court terme, mais l'idée c'est que t'as pas forcément de limite à la typologie d'assets dans sa gestion, dans sa. En fait, ce sont surtout les systèmes sur lesquels ces assets l'utilisation de ces assets repose qu'il en vient de couvrir. Aujourd'hui, nous, on est agnostique en termes de système comme d'outils auxquels on se connecte, ce qui nous permet justement de continuer ces testings un peu permanents qu'on fait. Mais en termes de catégorie de produits, en fait, demain, on n'a pas de limite en soi et on est bien entendu assez ambitieux. L'idée étant de se déployer à grande échelle et surtout à nouveau de pouvoir prouver concrètement des bénéfices induits par des solutions comme la nôtre pour allonger la durée de vie du matos connecté et surtout du coup mécaniquement faire des économies, que ce soit en termes de temps alloué sur cette gestion-là, en termes d'euros, dollars ou autres, et de carbone, parce que ça reste une priorité pour bon nombre de DSI aujourd'hui. Ok. Et du coup, vraiment sur la partie carbone, t'es sûr les mecs, les DSI te le disent? Aujourd'hui, c'est pas quand même encore loin. En somme, il n'y a pas tant de levier que ça en entreprise pour faire des économies carbone, voilà. qui en fait sont aussi mécaniquement liées à des économies en euros. Ouais, tu vois, okay. L'IT, c'est un levier très pragmatique pour se faire. Quand tu fournis du matos reconditionné, ça te coûte, du coup, le client fait 30 à 60% d'économie. Quand tu allonges de 2 fois la durée de vie du matos, parce que finalement, t'arrives à spotter qu'un tech surutilise son matos. Or, ce matos, tu pourrais bien entendu le filer à un commercial qui arrive, qui lui aura des besoins réels un peu différents. En fait, tu fais des économies mécaniquement. Oui, ça implique différentes procédures. Oui, ça implique du provisionnement, du déprovisionnement, de gestion un peu intelligente des licences et des flux de circularisation un peu smart. Mais en somme, ces flux-là, les effets rebonds de ces flux sont limités par rapport au simple fait d'acheter du nouveau matos. Tu vois, donc les DSI en sont conscients et nous, on a bien entendu des velléités de les aider à atteindre ce type d'objectif, d'autant plus en poussant une logique de cloud computing qui, on l'espère, demain pourra nous amener avec une bonne connexion à pouvoir bosser de manière performante sur n'importe quel type de terminaux, quel que soit leur âge et leur capacité en termes hardware pur. Ok. Et aujourd'hui, du coup, quand tu rentres chez un client comme ça, donc ils parlent de migration, toi tu parles de onboarding. J'imagine, il y a une question de culture. Il y a aussi une question de comment tu peux faire un pilote de la démarche pour être sûr que ça fonctionne bien. Comment tu le sécurises dans le fait de déterminer un périmètre sur lequel il peut vraiment tester, déployer ta solution avant de la valider sur le global.
souvent la gestion de parc est entre guillemets assez granularisée par équipe, certains logiciels, fonction de différentes contraintes, certaines politiques de sécu. Donc nous, on reprend en fait et on intègre en se connectant à cette granularité-là, et on leur propose de tester sur un batch limité de collaborateurs, de postes de travail, fonction de différents requis techniques spécifiques, le POC Resilient, tout simplement, avant de monter en puissance. Et à nouveau, notre solution étant évolutive et modulable, nos équipes étant en capacité de bosser sur partie comme tout le parc, en fait, on est assez agile à ce niveau-là. Ok, cool. Et aujourd'hui, donc du coup, tu arrives à trouver les 2-3 équipes sur lesquelles ça peut le faire. Ils testent, ils valident, ils le fait. Est-ce que comme tu as quand même une délégation des choses à différentes équipes, hein, le DSI a besoin de remonter ce projet-là au niveau codir ou à un niveau de décision plus important que lui par rapport à un risque ou par rapport à un fonctionnement qui était bien ancré dans la culture de la société, de la façon et du coup qui va changer, pour essayer d'avoir une espèce de go ou un assentiment un minimum d'autres parties prenantes, ou pas besoin? Non, il en vient souvent de discuter avec plein de parties de l'organisation, pour la bonne et simple raison que très rares sont les organisations au sein desquelles c'est uniquement la DSI qui est impliquée dans la gestion de flotte. En fait, souvent, le donneur d'ordre peut être RH, parce que c'est lui qui a la visibilité, ou elle, qui a la visibilité sur l'arrivée du collaborateur, par exemple. Et nous, en nous connectant, on se connecte avec aux différents SIRH. Et en l'occurrence, du coup, on s'est assimilé un besoin et une donnée RH pour la transformer en action IT. Et ça, bien entendu, ça permet de cutter plein de frictions et de closer un gap souvent présent dans les organisations entre IT et RH, demain aussi entre IT et finance, etc. Donc, on parle avec plusieurs parties prenantes souvent dans les organisations, d'autant plus si l'équipe IT est étoffée et que finalement les procédures sont déjà bien cadrées. Il en vient juste de s'y connecter, mais surtout de s'y adapter en fait. Donc l'idée c'est qu'on puisse permettre aux DSI de se concentrer sur les sujets stratégiques et nous déléguer leurs sujets un peu chronophages. J'ai pas envie de dire ennuyeux, mais un petit peu quoi. Oui, enfin chronophage, pas trop de valeur ajoutée, beaucoup à la main, qui apportent de la valeur parce qu'il faut le faire, mais qui sont pas forcément les plus pas à faire au quotidien, quoi. Non, c'est clair. Et aujourd'hui, les DSI, tu commences à avoir des DSI qui te viennent voir en direct par effet de réseau, bouche à oreille, etc. En mode, j'utilise cette solution, il faudrait que tu l'utilises, ça fait vraiment la diff. Ou c'est plutôt encore, c'est plus ça. Maintenant, Ouais, écoute, on commence à bénéficier de la recommandation de plusieurs DSI. Il s'avère que dans le monde un peu spécialisé des DSI, on a gagné quelques prix. Des prix du magazine Informaticien par exemple, sur des sujets de Green IT notamment. Dans le monde ITSM, on commence à avoir quelques publications. On a fait des baromètres et des livres blancs justement pour un petit peu vulgariser les bénéfices induits par une gestion de parc optimisée finalement. Donc on est de plus en plus visible, on commence à gagner un peu en autorité, mais surtout en réalité on capitalise sur l'autorité de ces DSI sur lesquels on vient s'appuyer finalement, plus qu'on vient entre guillemets les remplacer, pas du tout. On vient justement combiner cette expertise avec notre plateforme, notre technologie, notre innovation. Ok. Et là, on parle de combien de DSI, parce que je sais pas que les DSI que t'as, mais globalement, c'est quoi? C'est 50, 100, 200? En termes de clients? Ouais. Aujourd'hui, on a environ 250 clients. Ok, top. Voilà. Des organisations de différentes tailles qui à nouveau utilisent tout ou partie des briques technologiques qu'on peut leur fournir, parce qu'à nouveau elles sont potentiellement équipées en termes de ressources ou de process ou de script IT. À nouveau, je pense que dans cet environnement en particulier, faut savoir avec humilité assumer qu'on peut pas tout faire, qu'on peut pas être expert en tout, qu'on ne peut pas non plus remplacer ou en tout cas changer les choses du jour au lendemain. Il faut donc être assez flexible, très empathique aussi, parce qu'à nouveau derrière le poste de travail se cache un humain, et donc c'est pas juste un usage, c'est aussi le quotidien opérationnel, c'est aussi la performance, c'est aussi le risque, c'est aussi la visibilité en interne qui est
qui est à considérer. Et dans ce cadre-là, je pense que doucement mais sûrement, on commence à mieux comprendre et du coup bosser de mieux en mieux avec les DSI, notamment à nouveau dans le cadre de projets de transformation, dans le cadre de projets d'optimisation, de réduction des coûts. Voilà, c'est notre solution gagne en pertinence, dirons-nous. Ok, cool. Bon, mais c'est cool. Je pense que ça m'a fait un bon tour pour comprendre comment tu positionnais le début de l'histoire et aussi un petit peu voilà comment tu vois le marché. J'espère que ça intéressera nos amis DSI et que ça leur permettra d'avoir une nouvelle solution qui peut leur faire gagner du temps de manière assez précise et carrée. Donc c'est cool. Est-ce que tu as un dernier mot sur lequel tu voudrais nous partager un truc, que ce soit sur si tu cherches des gens à recruter, s'il y a des typologies de partenaires que tu essaies de fédérer ou de trouver, c'est le moment. Bah écoute, plusieurs recrutements en cours, mais ça c'est un à côté. Non, je pense que moi je suis surtout très preneur de feedback des DSI déjà et des acteurs de l'infogérance aussi, pour essayer de co-construire de la valeur, pour essayer d'anticiper aussi ce que sera le futur de l'ITSM, en tout cas de créer les conditions pour innover, et notamment innover en France sur des sujets dont on est parfois un peu distant parce que finalement le cœur même de l'IT est aux États-Unis, donc au-delà des manufactureurs bien sûr, donc super preneur de vos conseils, de vos critiques, de vos commentaires, et tout simplement aussi avec curiosité Bon, et si on peut voir qu'ils disent qu'il y a du podcast et Révolution, comme ça on pourra les flaguer avec mode attention, vous avez une réduction les gars, c'est sûr, vous allez voir. Oui, ça on pourra en reparler en amont, mais non, mais Bertrand, c'est super cool de t'intéresser en tout cas au sujet, je te remercie, et parce qu'à nouveau la gestion de parc IT, c'est pas le truc a priori le plus fun. Soyons honnêtes. Moi, je travaille sur la gouvernance d'entreprise. Donc, si tu veux, on peut faire une bataille de choses où les gens ont pas envie d'en parler, mais pourtant c'est important, tu vois. Ouais, exactement. Non, mais c'est exactement ça. C'est un peu laborieux et dur, mais c'est important stratégiquement. Mais en tout cas, clairement, la transformation des entreprises passe par là. Donc, moi, j'ai toujours grand plaisir à écouter ton podcast, à lire ce que vous écrivez. Et c'est super en tout cas que tu sois intéressé à ce qu'on faisait aussi. Écoute, avec plaisir, et je pense qu'on refera ça de temps en temps avec un éditeur SaaS, un mode un peu récent qui bouscule les lignes. Je pense que ça peut être rafraîchissant dans le podcast. Allez, merci pour toi Alexis. Merci Bertrand. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao.